vous entendre encore là. Alors, je Je les viens vois de voir un petit en... message dans le chat. Ok. D'accord. Ah, bon, bah, j'ai l'impression Ah, bon, bah que tout le top. monde est déjà là. Parfait. Donc, écoute, c'est parfait. Super. Trop bien. Eh ben, écoutez, merci du coup de venir nous rejoindre. C'est super. On est ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce premier webinaire, du coup, avec Lucas, C'est qu'on ça. co-anime. Euh, pour vous donner, du coup, un tout petit peu de contexte sur ce webinaire, euh, l'autre jour, il y a quelques temps de ça, on s'est rejoint avec Lucas. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement pour partager un petit peu les différentes méthodes qu'on met en place dans nos équipes commerciales pour automatiser notre prospection. Alors, Lucas, du coup, est cofondateur et CEO de Neodeal, qui est un outil de prospection automatisé sur LinkedIn. De mon côté, je suis Head of Sales chez oliverlys.com. Je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être les deux solutions ou l'une ou l'autre. En tous les cas, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous permettre de comprendre un petit peu mieux les stratégies qu'on met chacun en place de notre côté pour s'adapter aux nouvelles méthodes et aux nouveaux challenges de la prospection en 2021. Ce qui a été assez intéressant quand on s'est retrouvé avec Lucas pour en discuter il y a 1 ou 2 semaines, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes méthodes de prospection. Et du coup, plutôt que d'en discuter au téléphone, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de se retrouver tous ensemble à l'occasion d'un webinaire pour vous partager un petit peu dans du concret les méthodologies que nous, on applique, vous donner des exemples aussi de méthodos que vous pouvez répliquer de votre côté et voir du coup concrètement quelles sont les statistiques, quels sont les résultats et comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça. Toujours tout bon pour toi, Lucas? Ouais, c'est exactement ça. Juste pour préciser, effectivement, et puis ce qui était assez intéressant aussi quand on s'est rencontré avec Paul et qu'on a commencé à échanger un peu sur nos pratiques, chacun de notre côté, c'est que finalement, on utilisait tous les deux LinkedIn et l'emailing, mais pas forcément de la même façon, pas forcément dans le même sens. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est dit, bah tiens, ça peut être intéressant d'échanger, de comparer, de partager un peu nos best practices et puis nos performances pour on l'espère, vous donner un maximum de conseils, d'astuces que vous pourrez répliquer demain dans vos propres stratégies. En tout cas, ce qui va être intéressant aussi, c'est, enfin, Paul, tu confirmeras, mais c'est que c'est des choses qu'on réalise chez nous. Donc, ce qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est vraiment des process et des stratégies qu'on utilise au quotidien pour développer nos propres sociétés. Après, forcément, on est deux acteurs du monde, on va dire, du lead generation et un peu du modern selling, de toutes ces nouvelles stratégies, nouveaux outils pour générer du lead et faire de la prospection. Donc, voilà, ça va être le but aujourd'hui, vous présenter un peu nos stratégies pour que vous puissiez les comparer. Et puis, je rajouterai aussi que si vous avez des questions, ce que je vous invite à faire, c'est de les poser dans le chat. On va commencer simplement, Paul et moi, à vous partager un peu nos stratégies. Et on gardera un temps à la fin du coup de cette présentation pour bien répondre à toutes vos questions. Voilà, donc si à un moment sur la présentation, vous avez une question, posez-la sur le chat, comme ça on aura le temps de les remonter à la fin de notre présentation. Super, Lucas. Du coup, ce que je te propose, peut-être dans un premier temps, c'est de te laisser la main pour présenter ta stratégie. Et dans un deuxième temps, du coup, bah, je m'occuperai aussi de présenter un petit peu ce qu'on fait chez Oliver List. Ça te va? Très bien, parfait. Super. Hop. Alors, bah, du coup, je vais commencer sur la stratégie que nous, on utilise chez Neodeal et la stratégie du coup qu'on recommande à nos clients, à nos utilisateurs, des stratégies qu'on déploie et qu'on met en place aujourd'hui chez plus de 300 clients. Donc, là, l'idée, alors, juste, pardon, rapidement, il y aura bien un replay. Il y aura bien un replay, on fait un recording, donc on partagera pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont des réunions à 10h30 par exemple, il y aura un replay. Donc l'idée, c'est que moi, très clairement, ça fait maintenant plus de 4 ans que voilà, je suis dans le lead generation, je suis dans le marketing digital, dans la prospection digitale. Et avant de fonder Neodeal, en fait, j'avais testé un peu différentes approches. Donc j'avais testé l'approche emailing, j'avais testé différents leviers d'acquisition et j'ai testé aussi LinkedIn. Et moi, de mes premières expériences à ce moment-là, c'était LinkedIn, on va dire, de loin, qui me ramenait le plus finalement de résultats, de rendez-vous, d'opportunités, surtout par rapport, entre guillemets, au temps que j'y consacrais. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose à creuser, puisqu'en fait, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que j'ai eu l'idée du coup de fonder Neodeal pour proposer une solution qui permette justement de gérer, de planifier et de piloter son travail de lead generation et de prospection sur LinkedIn. Donc, pourquoi, personnellement, moi, je recommande, en tout cas, chez nous, on utilise LinkedIn et on commence sur LinkedIn sur notre workflow. Première chose, c'est parce qu'on considère chez Nodil que LinkedIn est la base de données B2B la plus riche et la plus fiable aujourd'hui du monde.
Donc, il faut savoir que LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà plus de 700 millions de profils qui sont renseignés sur LinkedIn. En France, on a dépassé les 20 millions de profils sur LinkedIn. Et en termes de qualité, on va dire, de la donnée sur LinkedIn, vu que c'est les personnes elles-mêmes qui renseignent leurs informations et qui mettent à jour leurs informations, vous avez quand même voilà, une certaine qualité par rapport à ce qu'on pourrait comparer sur des bases ou de l'achat ou de la location de bases de données un peu plus, entre guillemets, classiques. Donc voilà, premier point, très clairement, pour moi, LinkedIn aujourd'hui, la base de données la plus riche et la plus fiable, donc autant s'en servir pour initier son travail de prospection. Deuxième chose très intéressante, c'est que sur LinkedIn, en quelques recherches avec les filtres, on peut retrouver assez facilement justement les bons contacts. Et ce qui est bien sur LinkedIn, c'est qu'on n'a pas besoin de l'email pour prendre contact, ce qui est quand même une contrainte, en tout cas moi, une des contraintes majeures, et c'est pour ça que je commence sur LinkedIn, c'est que quand vous avez, je sais pas, imaginons une liste d'identifier, je sais pas, 100, 200 personnes intéressantes à contacter par rapport à votre activité, c'est possible que derrière, pour retrouver les emails, finalement, vous allez en retrouver peut-être 30, 40% des emails sur cette base et du coup, vous avez quasiment plus de la moitié de votre liste que vous n'allez pas pouvoir contacter par email. Ce qui est bien sur LinkedIn, si vous n'avez pas cette contrainte, c'est qu'à partir du moment où vous retrouvez quelqu'un qui a un profil qui peut vous intéresser ou quelqu'un qui pourrait être intéressé par votre offre, vous allez pouvoir le contacter directement sur LinkedIn. Puis une dernière chose intéressante, c'est que nous, voilà, sur les stats, sur les expériences qu'on a menées, on voit que c'est entre 75 et 80% des messages qui sont lus sur LinkedIn. Donc, un message lu sur LinkedIn, je ne dis pas que c'est un lead généré, on est bien d'accord, mais ça développe quand même votre visibilité, votre notoriété. Et si on compare, alors après, Paul est l'expert de la partie mailing, donc il nous donnera bien sûr son avis, mais si on compare sur de l'emailing à froid, sur de l'emailing à froid, on va juger qu'une campagne déjà à 25-30% d'ouverture, c'est déjà très bien. Sur LinkedIn, vous pouvez contacter tout le monde et vous avez la quasi-assurance finalement que votre message sera lu. Surtout que si la personne ne lit pas votre message, en fait, elle va être notifiée sur LinkedIn. La plupart des personnes aujourd'hui ont l'application LinkedIn sur leur téléphone, donc on est notifié quand quelqu'un nous contacte sur LinkedIn. Et en plus, LinkedIn fait du retargeting, c'est-à-dire que si vous lisez pas vos notifs, LinkedIn va vous envoyer un mail pour vous dire, tiens, Paul, il vous a envoyé une invitation à telle date, allez la consulter, etc. Voilà, donc pour moi, LinkedIn, en fait, ça maximise les chances de retrouver les bonnes personnes, d'entrer en contact avec ces personnes et surtout de vous développer au moins votre visibilité, votre notoriété. Après, on va parler de la partie lead gen, mais voilà, vous avez la quasi-certitude justement d'atteindre vos cibles sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça que je commence mon workflow sur LinkedIn personnellement. Donc ensuite, non, pas de souci. Si on détaille un tout petit peu plus pour rentrer concrètement dans le workflow, pour vous donner une idée de ce qu'on applique chez nous, chez Neodeal. Donc, et ce qu'on recommande aujourd'hui, première chose, c'est de faire son sourcing du coup directement depuis LinkedIn. Donc ça, ce workflow, vous pouvez le réaliser avec notre solution, avec Neodeal. Ce que je suis en train de vous présenter, c'est plus la partie stratégique. L'outil qui soutient ce workflow derrière, c'est on va forcément utiliser notre propre outil pour se développer, sinon je pense que ce serait un peu incohérent. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de réaliser ça avec Neodeal. Donc la première chose, c'est le sourcing des cibles sur LinkedIn. Donc ça, notre solution va vous permettre de faire de l'extraction de profil LinkedIn, justement pour vous constituer des listes de contacts qui soient bien qualifiées. Donc, moi, le rythme que je recommande, c'est 100 personnes contactées chaque semaine et ça tombe bien. Je pense qu'il y aura peut-être des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur les nouvelles restrictions, vous avez peut-être entendu parler des nouveaux quotas et des nouvelles limites de LinkedIn qui sont en train de déployer, qui va être justement d'une centaine d'invitations par semaine envoyées. C'était à peu près nous ce qu'on faisait déjà chez Neodeal et quand on regarde les statistiques pareilles de nos utilisateurs et de nos clients, c'est déjà à peu près ce qu'ils faisaient. Donc, ce qu'on va faire, c'est un sourcing de qualité sur 100 personnes chaque semaine. Ensuite, ces personnes-là, on va les faire rentrer dans le workflow invitation LinkedIn accompagné d'un message. Donc, nous, on recommande d'accompagner un message sur ce workflow, sur cette invitation. Il y a 2 écoles là-dessus. Voilà, si vous avez des questions sur les taux et les performances des invitations avec ou sans message, je pourrais y répondre. Mais nous, très clairement, chez Neodeal, on recommande de mettre un message qui va vous servir en fait d'introduction et pour expliquer aussi à la personne que vous contactez finalement qui vous êtes, quelle est votre valeur ajoutée et pourquoi ce sera intéressant pour elle de rejoindre votre réseau. Et puis ensuite, une fois que cette invitation a été envoyée et acceptée, on va pouvoir faire des relances, donc des relances par message LinkedIn. Et là encore, le but de ces relances par message, nous, on recommande de faire 2-3 relances après acceptation de l'invitation pour maximiser les réponses et maximiser le taux de lead généré. Et donc finalement, après ce workflow, donc sourcing, invitation, relance, il va y avoir 3 cas possibles en fin de campagne. Donc, premier cas, les leads générés. Donc ça va être des personnes qui vont vous répondre positivement, qui vont être intéressées, qui veulent en savoir plus, qui prennent rendez-vous avec vous.
Donc voilà, donc des personnes qui manifestent un intérêt sur vos échanges sur LinkedIn. Et ça, ces personnes-là, il va falloir les suivre. Et ensuite, le lead généré, c'est que la première étape. Le but, c'est à terme que ces leads deviennent des clients. Donc, vous allez pouvoir comme ça vous concentrer sur ces personnes-là et petit à petit les faire avancer dans votre workflow pour que ça devienne des clients. Deuxième cas possible, vous allez avoir des personnes qui vont accepter vos relations sur LinkedIn, donc qui vont rejoindre votre réseau sur LinkedIn, mais qui vont pas forcément vous répondre. Ils vont pas forcément répondre à vos messages. Donc, eux, sur cette catégorie-là, justement, c'est sur cette typologie de personnes-là qu'on va faire de l'email nurturing, nous, derrière. C'est-à-dire qu'on commence sur LinkedIn et on relance sur email les personnes qui ont accepté nos relations sur LinkedIn. Parce que nous, du coup, il y a plusieurs avantages. Un, ça vaut opt-in quand quelqu'un accepte votre invitation sur LinkedIn. De fait, elle accepte potentiellement de recevoir des emails de votre part, voire des coups de téléphone si vous êtes dans des stratégies de phoning et que vous avez accès au numéro de téléphone sur LinkedIn. Et surtout, comme la personne nous a déjà accepté sur LinkedIn, les taux derrière d'ouverture des emails aussi sont meilleurs puisqu'en fait, on n'est pas sur de l'emailing à froid. On va être plutôt sur de l'emailing, nous, qu'on dit tiède, c'est-à-dire que on a déjà une relation, il y a déjà quelques messages qui ont été envoyés sur LinkedIn, donc c'est plus facile finalement, même pour la partie emailing derrière, d'avoir des performances. Donc voilà, nous, l'emailing, on va se concentrer sur cette typologie de personnes. Et puis la troisième chose, bien sûr, c'est les personnes qui vont vous dire je suis pas intéressé. Donc nous, on appelle ça les no leads dans notre workflow pour les différencier des leads. Et du coup, ça va être les personnes soit qui laissent en attente votre invitation. Donc nous, on part du principe que si quelqu'un ne nous répond pas sur LinkedIn, on le relance pas par email derrière. Donc ça, c'est un choix. On a des clients qui font différemment. On a des clients qui relancent quand même par email derrière. Mais nous, on part du principe que quelqu'un qui a refusé une invitation ou qui la laisse en attente sur LinkedIn, on se concentre sur les autres, si vous voulez. On se concentre sur les deux premières catégories, lead ou les personnes en relation. Voilà. Et donc, ces personnes-là, ce qu'on va faire, on va les archiver pour éviter de les reprospecter ou de les recontacter. Comme ça nous permet toujours de se concentrer sur les personnes les plus intéressées et les plus chaudes. Donc, voilà pour ce workflow. Donc, je vous invite, bien sûr, si vous êtes intéressé à tester la solution, à revenir vers moi pour plus de détails peut-être sur le workflow. Mais là, je souhaitais terminer par vous partager les performances, donc justement à l'issue de ce workflow. Hop. Excuse-moi, c'est les... Pas de souci. Hop, c'est les touches qui sont inversées. Hop. Pas de problème. Donc voilà. Ouais, là, on vous a fait un peu de teasing pour la partie d'après de Paul. Donc nous, pour terminer du coup sur cette partie commencer sur LinkedIn puis relancer derrière par emailing. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que je vous ai partagé là les performances sur 3 mois. C'est-à-dire que sur Neodeal, on va vraiment être dans des stratégies, si vous voulez, plutôt de entre guillemets moyen long terme. Le but, c'est de mettre en place une routine chez vous et chez vos équipes qui chaque semaine vous génère des leads. Nous, on n'est pas, on va dire, et je pense que Paul, là-dessus, on partage la même vision, c'est que on va pas être sur du one shot, si vous voulez. Genre, on fait un coup de prospection massif pendant 2 semaines, on fait plus rien pendant 3 mois, et ensuite, vite, il nous faut des nouveaux leads et on recommence une nouvelle série un peu massive. Nous, on recommande plutôt d'être dans une prospection relativement limitée. Après, 100 contacts par semaine, il y a des personnes qui vont dire que c'est beaucoup, il y a des personnes qui vont dire que c'est pas beaucoup. On a tous notre notion de qu'est-ce qu'un volume important ou pas. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est ça. Donc, c'est 100 personnes contactées chaque semaine. Et donc, avec le workflow que je vous ai décrit précédemment, ça va vous faire sur 3 mois 1500 personnes contactées. Donc, déjà, 1500 personnes contactées, si vous les choisissez bien, ça fait quand même déjà un volume intéressant à travailler sur 3 mois. En moyenne, c'est 40% le taux de connexion aujourd'hui sur LinkedIn sur notre workflow. Donc, ce qui veut dire que ça nous génère 600 nouveaux contacts sur LinkedIn. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, déjà, ça développe votre visibilité, votre notoriété sur LinkedIn, premier point. Et deuxième chose, ces nouveaux contacts, justement, c'est eux qu'on va ajouter dans nos mailing lists derrière s'ils ne nous répondent pas tout de suite sur LinkedIn. Et si on va un peu plus loin, du coup, que ces 600 nouveaux contacts sur nouvelles relations sur LinkedIn, en moyenne, il y en a 35% qui nous répondent. Donc, ils nous répondent, là, c'est sur LinkedIn. C'est les stats purement sur LinkedIn. Et donc, 35% de réponses sur LinkedIn, ça nous fait 210 personnes qui nous répondent en 3 mois. Et en moyenne, il y a 50% de ces réponses-là qu'on considère comme du lead chaud, donc du lead à travailler, du lead intéressé pour aller plus loin. Donc, voilà pour vous donner concrètement, statistiquement, les perfs que vous pouvez aller chercher. Alors, bien sûr, pour atteindre ces perfs-là, il y a quand même quelques clés importantes. La qualité de votre profil LinkedIn, la qualité de votre sourcing au départ sur les personnes que vous allez contacter et la qualité de votre copywriting dans les messages et les invitations que vous allez envoyer sur LinkedIn. Donc ça, c'est des choses à travailler. Ça peut prendre forcément un tout petit peu de temps au début de trouver le bon message, la bonne accroche pour la bonne cible, etc.
Mais une fois que vous avez mis en place, je veux dire, votre routine, votre objectif, c'est tous les mois de regarder vos perfs et de vous demander comment vous allez pouvoir améliorer. Comment vous allez pouvoir améliorer. Et je peux vous rassurer, enfin, nous, chez Neodil, hein, on continue. C'est-à-dire, tous les mois, on fait un point avec notre équipe. OK, qu'est-ce qu'on a eu ce mois-ci? Est-ce qu'on teste d'autres approches ou pas? Donc voilà, pour vous donner aussi concrètement des performances. Et juste pour terminer, pour dire qu'effectivement, il y a les performances directes, on va dire, en termes de réponses et de leads générés. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'avec cette approche, on va dire, sur LinkedIn, là, Paul, je vais juste peut-être passer à la dernière slide sur les derniers bénéfices, on va dire, de cette approche-là. Donc, première chose, vous allez gagner aussi plus de vues. C'est-à-dire qu'il y a une notion aussi importante, c'est de développer votre visibilité. Quand vous contactez des personnes qui ne vous connaissent pas, la première étape, c'est être vu, être connu des bonnes personnes. Donc, en commençant sur LinkedIn, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous allez prendre contact avec la personne, son premier réflexe, ça va être de regarder votre profil. Et donc, en regardant votre profil LinkedIn, si votre profil LinkedIn est bien optimisé, vous allez déjà pouvoir, rien qu'à ce stade-là, potentiellement générer du lead. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir générer plus de visites parce que forcément, quand les personnes vont consulter votre profil, quand les personnes vont consulter vos messages sur LinkedIn, ils vont après regarder sur Internet qui vous êtes, ce que vous faites. Et donc, ils vont cliquer, arriver sur votre blog, arriver sur votre site, etc. Donc, il y a aussi des effets sur cette partie trafic, on va dire. Et puis enfin, plus de leads générés. Alors, provenant des emailing qui vont suivre, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, pour les nouvelles relations qui ne nous répondent pas sur LinkedIn, on va continuer le process par emailing. Et donc, on aura comme ça, nous, on dit que c'est notre deuxième lame, entre guillemets, c'est première lame LinkedIn, deuxième lame emailing. Si vous ne m'avez pas répondu sur LinkedIn, ce n'est pas grave. On va poursuivre sur l'emailing nurturing. Alors après, c'est pareil. Il faut faire des emailing qui soient quali. Et là, du coup, j'en profite pour passer la parole à Paul sur sa stratégie pour que vous puissiez comparer. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé plus. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai vu qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées. Et je les reprendrai après la partie de Paul pour qu'on puisse justement discuter. Eh bien, écoute, c'est super, Lucas. Merci beaucoup de me laisser la main. Alors, l'idée dans la stratégie que je voulais vous présenter, même si ça saute un petit peu, c'est de vous donner toutes les clés pour adapter votre stratégie de prospection par mail aux nouvelles contraintes, entre guillemets, dont Lucas a parlé en 2021. Pour préciser un petit peu pour ceux qui sont arrivés en cours de route, en 2021, LinkedIn a amené quelques restrictions supplémentaires en donnant une limite plus ou moins visible aux différents comptes, en disant vous ne pourrez pas envoyer plus d'une centaine d'invitations par semaine à des prospects. Donc l'idée, en fait, ça va être d'utiliser le canal de l'email dans un premier temps, puis de suivre avec LinkedIn en se disant on va utiliser le canal de l'email pour préqualifier les prospects et adresser des invitations LinkedIn uniquement à des prospects qui sont chauds, des prospects qui ont déjà été travaillés en avant pour essayer de maximiser le taux de retour sur LinkedIn et ne pas, entre guillemets, gâcher ces invitations. Ce qu'il faut savoir sur le canal de l'email, c'est que c'est un très bon canal pour deux éléments notamment. C'est qu'il permet déjà de créer une stratégie de prospection à des niveaux un petit peu plus volumineux que LinkedIn, tout en restant dans une stratégie où on va amener de la valeur aux prospects, où on va faire en sorte de contacter un nombre raisonnable de prospects. Ce que j'entends généralement par un nombre raisonnable de prospects, c'est environ 80-100 nouveaux contacts à qui on va adresser un email tous les jours. Et puis le deuxième avantage de la prospection par mail, c'est que c'est aussi un canal qui va nous permettre de traquer différents indicateurs clés. Alors, le plus connu, évidemment, ça va être le taux de réponse, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on va aller pouvoir traquer, comme le taux d'ouverture. On va être aussi capable de regarder le taux de clic sur des liens que vous avez mis dans votre email. Et puis avec Oliver List, on va aussi un petit peu plus loin sur certains aspects. On pense qu'utiliser votre site internet dans votre prospection, ça peut être un réel atout. Et on va être capable d'aller traquer aussi les visites sur votre site web, combien de temps les prospects restent sur votre site, combien de fois ils sont revenus, par quel canal est-ce qu'ils sont revenus, est-ce que c'est en recherchant votre nom sur Google ou en cliquant sur un lien dans votre email, quelle page ils ont vu. Donc l'idée, c'est qu'on va se servir de ces différents éléments. On va se servir du canal de l'email dans un premier temps pour être capable de qualifier des prospects et se retrouver toutes les semaines avec 80-100 invitations à envoyer sur LinkedIn à des prospects qui ont été préqualifiés. Alors, hop. Décidément, excusez-moi, ça saute un petit peu. Alors, par rapport au workflow, on va avoir déjà une première étape qui se passe sur le premier jour. Donc cette première étape, elle va se faire directement sur l'outil oliverlist.com
Pour redonner un petit peu de contexte à ceux qui ne connaissent pas encore l'outil, c'est une solution SaaS tout en un qui permet d'automatiser sa prospection sur laquelle on va retrouver une base de données B2B qui va s'appuyer sur des milliers de sources en ligne pour aller identifier des contacts. Alors, comme l'a dit Lucas tout à l'heure, et je trouve que c'est extrêmement juste, LinkedIn est sûrement l'une des sources en ligne aujourd'hui les plus fiables pour trouver des prospects qualifiés. Et donc, c'est aussi une des sources sur lesquelles on s'appuie pour aller identifier des contacts. Et à partir de là, on va aller aussi enrichir la donnée avec d'autres sources comme des articles d'actualité, des articles de blog, le site internet de vos prospects, pour être sûr d'identifier autant d'informations que possible sur ces contacts qu'on sera allé sourcer souvent sur LinkedIn au départ, mais pas que. Donc la première étape du process va consister à utiliser Oliver List pour aller identifier des prospects qui correspondent à notre client type. Alors un bon tips pour sourcer des prospects de manière efficace, il ne faut pas finalement tomber dans les vices de l'automatisation et être capable de se dire, aujourd'hui quand je fais mon sourcing, il faut vraiment que je me concentre sur des prospects que j'aurais contactés presque manuellement. C'est souvent un bon indicateur. Regardez votre liste de prospects, regardez-les un par un généralement, ou au moins faites un petit tri la veille de l'envoi pour vous assurer que ça va être des prospects qui seront qualitatifs et à qui vous auriez adressé un message de manière manuelle si vous aviez dû le faire. Donc, une fois qu'on a sourcé ces contacts, la deuxième chose qu'on va faire toujours dans la même journée, c'est les ajouter à une campagne d'email. Alors, ici, on n'est pas sur de l'emailing classique. Pour rappel, l'emailing classique, ça va consister à dire, ben, on prend une base de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 prospects et on va tous leur envoyer un email le jour 1 à 9 heures du matin, tout d'un coup. Ça, c'est une stratégie, notamment, qu'on utilise beaucoup dans le marketing pour souvent amener de la valeur, amener du contenu à des gens qui nous connaissent déjà. Ici, vu qu'on est dans une démarche vraiment de prospection et qu'on adresse des messages à des gens qui ne nous connaissent pas, on va essayer de maximiser les retours. Donc les retours, c'est les ouvertures, les réponses, les clics sur notre site. Et du coup, on va utiliser un outil spécifique qu'on trouve du coup aussi sur oliverlist.com et qui va nous permettre d'étaler les envois, de cadencer les envois et de faire des relances derrière. Donc toujours sur le même jour, on prend nos contacts, on va les ajouter à une campagne de prospection par mail sur oliverlist.com et on va lancer cette campagne qui va partir du coup directement depuis l'email du commercial. La deuxième étape de ce processus, elle va se trouver du coup quelques jours après, généralement 5 jours après. À ce moment-là, on a déjà eu plusieurs étapes, notamment des relances qui ont été faites. Je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu dans les questions, mais ce qu'on recommande souvent pour nos utilisateurs, c'est d'avoir des campagnes qui se font sur 3 mois, avec une première étape entre 5 et 10 jours. On va envoyer 3 premiers emails, puis faire une petite pause d'environ 30-60 jours et refaire une série de 3 emails. Si on retourne sur le workflow et qu'on se concentre sur le 6e jour, on va faire à ce moment-là un petit point. On va regarder si oui ou non, on a une réponse de la part du prospect entre-temps. Donc, si on a eu une réponse, le suivi se fait manuellement et on peut reprendre les étapes que Lucas a citées tout à l'heure. C'est assez simple de savoir si la personne nous a répondu positivement, on peut faire un suivi. Si elle nous répond négativement, ce qu'on vous conseille, c'est de la relancer dans une campagne. On n'a pas forcément la même politique que Lucas là-dessus. Nous, on vous conseille de relancer les prospects 4 à 6 mois après. Souvent, on voit que des projets se déclenchent à ce moment-là. Quand on fait des relances un petit peu plus tard dans le temps, ça c'est uniquement évidemment quand la personne vous a donné une réponse qui n'est pas ferme en vous disant bah, je ne veux plus être contacté. À ce moment-là, on fait bien en sorte de désinscrire la personne. Le cas ici qui va nous intéresser, c'est au moment où on n'a pas eu de réponse. Comment est-ce qu'on fait pour statuer sur un prospect ou aller plus loin avec lui quand au bout de 6 jours et 2 relances, on n'a pas encore eu de retour de sa part? Ce qu'on va aller regarder, c'est un indicateur clé toujours que nous donne Oliver List, c'est est-ce que le prospect a visité mon site plus d'une minute. Donc évidemment, il faudra faire en sorte de bien ajouter un lien dans votre email pour pouvoir traquer cette métrique. Lorsque le prospect a visité mon site plus d'une minute, c'est uniquement dans ce cas-là qu'on va faire de l'automatisation pour lui envoyer une série de messages et de demandes de connexion sur LinkedIn. Donc ça, c'est la partie haute en haut à droite de ce workflow. Si le prospect n'a pas visité mon site plus d'une minute, à ce moment-là, on va faire une nouvelle fois des relances automatiques sur Oliver. Ce qui va pouvoir être intéressant à regarder sur ce workflow, c'est les résultats concrets que ça donne. Donc ici, j'ai rajouté des statistiques aux différentes étapes du processus.
Donc, sur le premier jour, on a encore 100% de nos prospects. Au 6e jour, en moyenne, sur cette campagne, nous, on a constaté environ 13% de réponses. Ces 13% de réponses directes par mail, on est capable du coup de les qualifier comme on l'a vu auparavant. Ce qui va nous intéresser, c'est les 87% de prospects qui, au bout du 6e jour, nous ont pas encore donné une réponse. Comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, on fait un petit peu le bilan et on va regarder est-ce que le prospect a visité mon site internet. Donc, je vous dis mon site internet, mais ça peut être d'autres éléments, hein. Ça peut être un PDF que vous avez hébergé sur Google Drive. Ça peut être également un article de blog qui amène du contenu à vos prospects. Et on va regarder si du coup ce prospect a passé plus d'une minute sur les différents liens qu'on lui a transmis. Si c'est le cas, on va être du coup capable de dire on va le mettre dans une séquence automatisée et on va lui envoyer une demande d'invitation sur LinkedIn, puis des messages, puis des relances, qui au bout de quelques jours nous donnent environ 15% de taux de réponse. Donc à chaque fois, les statistiques sont propres à chacune, c'est 15% des 30% des 87%. Du coup, si je résume ça sur une petite slide, au total, cette stratégie, elle va nous permettre d'obtenir environ 16% de taux de réponse des prospects engagés de départ. Donc, si chaque jour, on envoie 100 nouveaux contacts, donc si on fait ça 5 jours par semaine, on va avoir en moyenne environ 16%, 16 contacts du coup tous les jours qui vont nous donner une réponse, environ 13% avec des réponses directes par email et 3% par LinkedIn après du coup qu'ils aient visité notre site internet. Pourquoi est-ce qu'on a choisi du coup le nombre de 100 nouveaux contacts par jour? Avec l'email, on peut aller un petit peu plus haut, mais c'est surtout en fait parce que compte tenu des taux de réponse qu'on a, c'est la bonne limite qui nous permet d'atteindre environ 80-100 invitations par semaine maximum. Donc on rentre complètement dans les quotas que Lucas nous a donnés un petit peu avant. Voilà du coup pour cette stratégie. Ce que je vous propose du coup maintenant, c'est peut-être, je pense que Lucas, tu veux peut-être prendre un petit peu la main pour nous faire un petit peu le bilan des deux stratégies. On a vu deux méthodes qui étaient sur le papier différentes. Et ce qui était intéressant, je pense, pour nous aujourd'hui, c'était de vous montrer cette partie résultat, concrètement, qu'est-ce qu'on en tire de ces méthodologies de prospection en termes de retour concret. Yes, bah écoute, merci beaucoup, Paul. Effectivement, et puis c'était ce qu'on s'était rendu compte en fait en discutant avec Paul de nos stratégies respectives, c'est qu'à la fin, quand on parlait un peu de nos métriques, donc nombre de nouveaux utilisateurs, nombre de leads générés, on se retrouvait quasiment dans les mêmes volumes. Donc, effectivement, on s'est dit que ça pouvait être intéressant du coup de comparer les deux approches. Donc, juste pour résumer peut-être, en gros, moi, je fais LinkedIn d'abord et ensuite emailing nurturing sur mes nouvelles relations LinkedIn qui me répondent pas sur LinkedIn. Et Paul, lui, fait d'abord emailing et ensuite relance sur LinkedIn pour les personnes qui ont ouvert son mail, qui ont accédé à son site, enfin, qui ont cliqué sur un lien, qui ont manifesté un minimum d'intérêt. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a un peu la même stratégie, mais avec un sens qui va être inversé. Bon, après, je pense que c'est assez logique vu qu'on est chacun dans des sociétés où on va pas forcément proposer le même produit. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est aussi de vous montrer, je pense, l'importance aujourd'hui que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais de cumuler finalement les deux leviers. Parce que clairement, dans le B2B aujourd'hui, pour faire de la génération de leads, l'emailing et LinkedIn restent quand même des stratégies très intéressantes. Et après, effectivement, vous, en fonction de votre cible, en fonction de votre stratégie, en fonction de votre approche, moi, je vous invite de toute façon à tester un peu les deux approches ou peut-être que vous testez déjà l'une ou l'autre pour faire vos propres comparaisons, vos propres statistiques. Mais en tout cas, effectivement, en termes de conclusion, avec la stratégie plutôt LinkedIn d'abord et on va dire emailing ensuite, nous, on va arriver sur un taux de réponse moyen qui va être autour de 16%, sachant que ça, c'est 16% sur toutes les personnes contactées, même si nous, effectivement, chez Nodil, on se concentre sur les nouvelles relations. Et puis derrière, l'intérêt de cette pratique-là, c'est qu'elle est très simple à mettre en place. Bon, alors ça, je vous invite à tester Neodil pour que vous puissiez vous rendre compte de la simplicité. Mais je pense que chez Oliver aussi, tout ce qui est intuitif et simplicité, ça fait partie des valeurs et du développement. Donc ça, on se retrouve aussi. Et après, effectivement, on va être limité à 100 contacts par semaine sur LinkedIn aujourd'hui. Mais si on remet en perspective, on va dire, les performances pures de LinkedIn, encore une fois, c'est un peu comme Paul l'a dit à la fin, franchement, si vous mettez ça en place et que vous le faites toutes les semaines, vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément besoin de plus de 100 contacts chaque semaine sur LinkedIn pour atteindre des perfs qui vous permettent d'alimenter votre pipe. Et du coup, j'en profite pour terminer sur cette partie-là en disant que aujourd'hui, c'est 100 contacts par semaine, mais par profil LinkedIn. Donc, nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est si vous avez besoin de faire plus et que, par exemple, vous êtes une équipe de 4-5 sales ou marketeurs, mettez vos profils LinkedIn
sur ce type de stratégie et vous allez pouvoir du coup faire 400, 500 invitations envoyées chaque semaine. Et là, on va retrouver finalement le volume que Paul évoquait, lui, sur sa stratégie d'emailing, qui est plutôt du coup c'est de 100 emails, 100 personnes contactées par jour. Voilà, donc ça va être aussi, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de travailler aussi en équipe. Enfin, je pense que sur Oliver aussi, vous pouvez travailler en équipe, mais de ne pas oublier que finalement, c'est aussi une organisation et un process, votre lead generation. Et que nous, voilà, on met vraiment l'accent sur la qualité, la routine, et c'est ça qui fera la différence sur le moyen long terme. Donc voilà pour synthétiser sur ma partie. Peut-être, Paul, je te laisse aussi synthétiser sur ta stratégie. Non, mais écoute, Lucas, c'était extrêmement juste. Tout ça pour dire, comme tu l'as très justement dit, que ces deux stratégies, l'une dans l'autre, avaient des résultats qui, au final, étaient assez similaires. L'une est peut-être un petit peu plus limitée en termes de volumétrie de contact. L'autre est peut-être un petit peu plus simple. Au contraire, demande peut-être un petit peu plus de suivi des prospects à effectuer. Mais l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Le plus important, au-delà de tout ça, c'est de tester ces stratégies et de voir laquelle, pour votre cas d'usage, fonctionne le mieux. Dans certains cas, si vous cherchez à toucher des TPE, par exemple des artisans qui ne seront pas très représentés sur LinkedIn, peut-être que commencer avec une stratégie par mail dans un premier temps sera plus pertinente. Au contraire, si on cherche à toucher des grands comptes, on sait que ces derniers sont extrêmement bien représentés sur LinkedIn, ça vaudra peut-être le coup de commencer sa prospection du coup par ce canal. Donc voilà, pour un vrai mot de la fin, dire que finalement les deux stratégies vont se valoir, mais qu'on vous encourage à les tester pour votre propre cas d'usage et voir laquelle vous amène pour vous le plus de résultats. Au-delà de tout ça, Exactement. vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est exactement. Et du coup, pour maintenant, je pense que, enfin, sauf si Paul, tu as d'autres choses à rajouter, mais il y a déjà quelques questions qui ont été posées. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne un peu les questions que vous nous avez posées pendant cette présentation. Déjà, j'espère que voilà, ça vous a plu, que c'était assez clair. Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'infos ou d'aller plus loin sur les workflows qu'on vous a présentés, n'hésitez pas à nous contacter, Paul ou moi, directement sur LinkedIn et peut-être Paul par email, enfin, faites comme vous voulez, mais on va être disponible on va être Je disponible pense que sur les sur les deux, oui. différents leviers. Et donc voilà, je vous propose du coup de reprendre les questions. Donc si je commence par le chat, j'ai vu qu'il y avait aussi des questions dans le Q&A. Je commence juste par le chat et puis je vous invite pour les prochaines questions à plutôt les poser dans les Q&A, comme ça on pourra les centraliser. Paul, je te propose, je commence rapidement, je lis. Si ça te va, je veux bien te laisser les lire. Comme ça, je vais pouvoir Ok, peut-être garder les slides sous la main si jamais on a besoin d'utiliser le support pour y répondre. parfait. Donc première question, est-ce qu'il y aura un replay? Je vous confirme qu'il y aura bien un replay, que c'est enregistré, qu'on vous repartagera. Ensuite, quel est le bon taux d'ajout sur LinkedIn et le taux de réponse? Donc ça, je les ai présentés sur les slides. Le bon taux d'ajout, moi, je vous recommande une centaine de personnes par semaine, à la fois pour respecter les quotas LinkedIn. Nous, chez Nodil, on a toujours eu un discours de notre but, c'est de vous aider à exploiter le potentiel de LinkedIn. Ça va jamais être d'outrepasser ou de prendre des risques avec LinkedIn. Et je peux vous assurer que si vous faites un bon sourcing au départ et que voilà, avec un bon marketing, une bonne réflexion sur le copywriting, votre profil LinkedIn, vous allez avoir de la perf. 100 personnes contactées par semaine chaque semaine, ça vous en fait quand même 400, 500 par mois. Et à la fin de l'année, si vous le faites toutes les semaines sur l'année, ça vous fait 6000 personnes contactées. Donc voilà pour cette question-là. Alors, comment convertir un lead en client? Alors, c'est une très bonne question. Je vais donner ma réponse. Après, Paul, je te laisserai aussi y Ouais. répondre. Alors, nous, chez Neodil, Paul, je pense que c'est à peu près pareil, mais je le laisserai répondre. Mais nous, on est vraiment sur des stratégies aujourd'hui qu'on appelle plutôt de soft selling. C'est-à-dire que pour moi, un lead généré, c'est quelqu'un. Moi, ma définition d'un lead, c'est quelqu'un qui manifeste un intérêt pour votre offre ou votre entreprise. Donc, à partir du moment où on a cette information, c'est-à-dire quelqu'un qui semble intéressé par ce qu'on fait, le but, ça va être dans le temps. Et je pense que il faut respecter le rythme de chacun de ces leads. C'est-à-dire qu'on a des leads qui vont être très intéressés très vite, très curieux, qui vont tester, et qui vont prendre des décisions très rapidement. Au contraire, on va avoir des leads qui découvrent un peu ces nouvelles pratiques, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'en savoir plus. Et donc, moi, je pense que la première chose très importante, c'est de qualifier vos leads. C'est-à-dire que vous devez comprendre finalement, est-ce que vous êtes en face d'un lead qui est très rapide, très pressé, qui comprend vite, qui a besoin de vite tester, ou est-ce que vous êtes sur plutôt quelqu'un qui va d'abord chercher à avoir plus de réponses, qui va chercher de l'information? Voilà, donc ma première réponse, c'est qualifier bien votre lead. Nous, ce qu'on fait chez Neodil, c'est assez simple. Hein, notre classification, c'est chaud, tiède, froid. Voilà, comme ça, c'est simple. Après, on laisse nos équipes justement juger qui est chaud, qui est tiède, qui est froid, parce qu'on n'a pas tous les mêmes définitions, mais
Voilà. Et les leads chauds, bah, du coup, eux, on essaye de les convertir le plus rapidement possible, donc de les faire tester la solution, etc. Les leads tièdes, on leur propose des rendez-vous, on les accompagne. Et les leads froids, on les relance régulièrement. Parce qu'en général, un lead froid, c'est quelqu'un qui va nous répondre, ça m'intéresse, mais revenez vers moi dans telle date, ou quelles sont vos différences par rapport à tel ou tel concurrent. Voilà. Donc tout ça, c'est des personnes qu'on va suivre, mais du coup, plus dans le temps. Voilà pour ma réponse sur cette partie conversion des leads en clients. Paul, je te laisse peut-être aussi toi donner ton avis sur la question. Complètement, oui, et c'est déjà très complet ce que tu expliques. Je pense qu'il y a une grande règle d'or là-dessus. C'est surtout, alors ça peut paraître extrêmement bateau, mais ça va être apporter de la valeur. Et il ne suffit pas d'apporter de la valeur au moment où vous rencontrez ce prospect. Comme tu l'as dit, Lucas, le prospect, il a une durée de vie. Ça veut dire qu'on va devoir le travailler dans le temps. Et plus on va réussir à créer de la relation, plus on va réussir à avoir un apport de valeur à ce prospect, plus on a des chances finalement que cette personne convertisse en client derrière. Donc il y a déjà ce premier aspect-là qui est de essayer de limiter notre impulsivité de vendeur en essayant de closer un deal, mais plutôt essayer de se positionner comme quelqu'un qui apporte du conseil, de la valeur, de l'accompagnement, et tout au long du process. Alors évidemment, il y a beaucoup d'outils pour vous aider à faire ça, mais le plus important au-delà des outils, c'est de mettre en place des méthodes et d'avoir la rigueur de les suivre, faire en sorte que Exactement. l'ensemble de l'équipe ait la possibilité finalement de suivre le prospect tout au long de son parcours. Derrière, il y a quelque chose qui est extrêmement important aussi, surtout si vous utilisez des outils comme Oliver List et Neodil, c'est une question de priorisation. On peut générer énormément de prospects et c'est à vous de mettre le doigt sur la définition du prospect. Est-ce qu'un prospect, c'est quelqu'un qui ouvre un mail? Ça peut être le cas pour un grand directeur dans une grande PME, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va vous donner une réponse? Si vous êtes sur une stratégie de volume, il va falloir prioriser sur des leads particulièrement chauds. Si vous êtes sur différentes stratégies, on va devoir adapter de toute façon notre définition de ce que c'est un prospect et mettre en place les bons processus pour lancer des actions commerciales uniquement sur ceux qui vous amènent de la valeur. Voilà. Surtout si on est sur une stratégie de suivi derrière, faites bien Mm. en sorte de conserver votre temps et de vous concentrer sur des prospects à forte valeur ajoutée. Voilà. Exactement. Bah écoute, parfait. Encore une fois, je pense qu'on se rejoint avec Paul. Donc voilà pour cette partie-là. J'espère qu'on a bien répondu à la question. Ensuite, il y a une question sur les emails qui sont renseignés sur LinkedIn ne sont pas forcément des pros. Alors ça, c'est effectivement le cas. Alors sur Neodil, vous avez une partie enrichissement des emails que j'ai pas présenté. Voilà, si ça vous intéresse. Bon, après Oliver List, comme ils vous l'ont présenté, ils ont aussi une belle base de contacts. Donc à vous de voir encore une fois ce qui vous intéresse. Mais sachez qu'en tout cas sur Neodil, vous pouvez choisir de retrouver des emails pro uniquement si vous voulez récupérer que du mail pro. Voilà, c'est à vous de voir. On laisse la possibilité à nos utilisateurs. Alors, est-ce que d'un point de vue RGPD, relancer ces prospects par email qui ont été contactés au préalable avec Neodil sur LinkedIn? Alors ça, vous pouvez le faire parce qu'en fait, d'un point de vue RGPD, il faut savoir que quand quelqu'un accepte votre demande de connexion sur LinkedIn, ça vaut encore une fois, même si c'est pas comment dire explicitement, mais comment dire dans la réglementation de LinkedIn, dans les règles de LinkedIn, à partir du moment où vous acceptez une nouvelle relation, vous acceptez de partager vos coordonnées avec cette relation. Donc vous acceptez potentiellement que cette relation utilise ces coordonnées pour vous contacter. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, je veux dire RGPD avec cette approche-là. Lucas, je Alors me vas-y, Paul, permets je de sais pas si... faire. ouais, vas-y, Ouais, bien ouais, sûr, je t'en je prie. me permets de faire une toute petite parenthèse sur la première question qu'il y a eu sur l'utilisation des emails type en @gmail, @yahoo, etc. L'idée, en fait, quand vous utilisez ce type d'email, c'est de comprendre un petit peu d'où ça vient. Si la personne l'a mis sur son LinkedIn, moi, je pars du postulat que ce n'est pas forcément pour faire en sorte que des gens nous contactent dessus à titre professionnel. L'idée, c'est de voir un petit peu comment est-ce que cette adresse est utilisée. Généralement, si cette adresse est utilisée à titre professionnel, dans le cadre des Gmail, Yahoo, elle sera aussi sur le site internet des prospects. Donc ça peut être un bon moyen, si la personne la met dans la page contact de son site internet, parce que c'est un artisan et qui bosse sur artisandu13@yahoo.fr, à ce moment-là, cette adresse mail, elle est utilisée dans le cadre professionnel et ce sera un très bon canal pour contacter le prospect. Si par contre Lucas, qui lui a une adresse mail @neodil.fr, si vous le contactez sur son Gmail, je ne suis pas sûr que toi, tu répondes dessus. En tous les cas, ce n'est pas le cas pour vous. Non, non, mais bien sûr, nous, par exemple, si tu veux, sur Neodil, on se concentre quand on fait notre emailing nurturing que sur du mail pro. C'est-à-dire que on laisse la possibilité à nos utilisateurs de choisir, mais oui, on a, pour être très clair avec vous, 80% de nos clients
font de l'emailing derrière sur du mail pro nominatif. Ils vont pas faire effectivement sur du Gmail ou du Outlook pour ce que tu viens d'évoquer. Alors, au bout de combien de temps après vos messages LinkedIn passez-vous sur email? Donc nous, ce qu'on fait en termes de routine, c'est que on fait un point, si vous voulez, chaque fin de semaine sur justement qui nous a répondu, qui n'a pas répondu, etc. Et en général, on laisse 10 jours après notre dernière relance LinkedIn pour relancer sur email les personnes qui seraient en relation avec nous sur LinkedIn et qui nous auraient pas répondu sur LinkedIn. Voilà pour cette question. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage sur vos résultats en termes de réponses positives et prospects qualifiés? Bon, on y a répondu, je pense, un peu sur les statistiques. Peut-être juste rapidement, parce qu'il y a d'autres questions. Paul, je te laisse rappeler, toi, un peu tes perfs en termes de… Si on se concentre sur des réponses positives et on va dire du lead généré sur ton process, voilà, quelles sont à peu près les performances? Oui, complètement. Juste pour réponse positive, nous, ce qu'on entend par là chez nous, c'est soit quelqu'un qui s'engage à essayer l'application, soit quelqu'un qui est disponible pour prendre un rendez-vous. Là-dessus, je pense qu'avec Lucas, on a vu qu'on était assez similaires. On est environ sur les réponses qu'on obtient à 50%. C'est ça, c'est-à-dire que, bah, écoute, je te rejoins pareil. Nous, sur les campagnes LinkedIn, quand on fait le classement justement des répondants à la fin des campagnes LinkedIn, 50% pour nous sont du lead. Alors nous, quand on dit lead ou lead chaud, on va dire c'est on met un peu de côté les leads froids qui nous disent relancez-nous dans tant de semaines, etc. Mais voilà, effectivement, on va être à peu près à une réponse sur deux qui va être, on va dire, exploitable d'un point de vue derrière commercial pour aller plus loin avec les répondants. Alors, il y a beaucoup de questions je pense, autour de la RGPD. Peut-être, Paul, je te laisse, toi, apporter deux, trois éléments de réponse sur cette partie-là, sur l'enrichissement des emails, sur le fait de pouvoir contacter des personnes sur leur mail pro. Ouais, Voilà, rapidement, si tu peux complètement. nous répondre là-dessus. Je vais juste couper le partage du coup pour pouvoir voir un petit peu les discussions. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce que tu t'en es arrêté. Moi, je suis dans le chat et il y a encore des Ouais, questions après sur le Q&A. Donc, il y a beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre. Enfin, je sais pas, toi, Paul, ouais. jusqu'à quelle heure tu avais prévu de pouvoir rester. Mais bon, on va essayer On d'y va essayer répondre d'être à un efficace. Ouais, maximum. ouais. Ouais. Exactement. Alors, tac, tac, tac. Je te laisse Tu en avais une en particulier sur le RGPD? Tac, tac, tac. Que C'était je m'y le fait, retrouve. est-ce qu'utiliser, par exemple, aujourd'hui, tu vois, un mail que tu auras reconstitué ou retrouvé, qui est un mail pro nominatif, sans avoir forcément, je veux dire, le consentement de la personne, est-ce que c'est une pratique, voilà, qui se fait? Est-ce que c'est bon? Je pense que tu Alors, as non, non, c'est une bonne une question, réponse hein. là-dessus. Alors, le fait de reconstituer des emails pro, aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on va déconseiller. En tous les cas, tous les emails que vous allez trouver sur la plateforme, sur Oliver List, ça va être des emails qui auront été sourcés publiquement. Ça peut être par plusieurs méthodes. Ils vont être trouvés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des articles de blog, dans le site internet du prospect en adresse de contact, sur le LinkedIn de la personne, sur des articles d'actualité. On a des algorithmes qui font ce travail-là pour vous. De notre côté, on a fait le choix de ne pas reconstituer des adresses email, même pro, parce que c'est considéré comme non RGPD compliant. Même si vous faites du opt-out derrière, même si vous avez une approche qui est cohérente par rapport aux besoins du prospect, c'est quelque chose moi, que je serais plutôt amené à vous déconseiller. Ça se fait beaucoup. Bon, il y a une petite parenthèse à faire sur le RGPD. C'est peut-être pas une très bonne chose à dire, mais concrètement, aujourd'hui, le RGPD, il y a extrêmement peu de personnes qui ont été sélectionnées. Il n'y a jamais eu d'individuels, de consultants, de boîtes, de PME qui ont été consultés, qui ont été sanctionnés. Concrètement, ceux qui ont été sanctionnés, c'est les GAFAM. Donc Facebook, Google, etc., pour des pratiques notamment qui touchaient au B2C et non pas au B2B. Mm. Très Exactement. concrètement, c'est des pratiques qu'on vous déconseille, mais de manière pratique, aujourd'hui, il y a quand même extrêmement peu de risques lorsqu'on fait de la reconstitution d'adresse email. Voilà. Ok, top. Bah, écoute, ensuite, une question rapide sur des conseils sur des messages LinkedIn envoyés. Donc ça, je pense, Paul, je sais pas, on verra, mais ça peut être pourquoi pas l'occasion d'un nouveau webinaire où on vous présentera peut-être des modèles de messages LinkedIn et Paul peut-être des modèles d'email qui fonctionnent bien. Donc voilà, ça c'est une question qui, à mon avis, il faut prendre le temps de vous partager un maximum de conseils. Mais pourquoi pas, on vous tiendra informé si du coup on renouvelle l'expérience. Alors le quota sur un compte LinkedIn classique, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est de ce qui semble se déployer. C'est pas encore une certitude à 100%, mais LinkedIn semble en train de déployer un quota de 100 invitations par semaine. Encore une fois, 100 invitations par semaine. Nous, de notre point de vue, si vous qualifiez bien, si vous sourcez bien, ça vous fait quand même quasiment 500 par mois. Donc, c'est déjà assez intéressant. Ensuite, alors, recruteur,
je ne vais pas rentrer pareil dans le détail de recruteur. On est plutôt aujourd'hui dans un webinaire plutôt marketing et sales. Si, voilà, s'il y a des questions sur recruteur, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai ravi d'y répondre. Je crois que c'est à peu près bon pour la partie chat. On va reprendre du coup les questions qui sont sur le Q&A. Alors, il y avait toujours une première question, je pense, sur la base B2B d'Oliver, hein, à mon avis, si je comprends bien. Est-ce qu'elle est déjà constituée? Est-ce que c'est RGPD? Bon, tu as déjà un peu répondu, mais voilà, peut-être que tu veux préciser une dernière chose, Paul, là-dessus. Mais effectivement, Marc, en l'occurrence, la base B2B qu'on vous donne chez Oliver Lee, c'est une base qui a déjà été travaillée, qui est déjà constituée, qui est RGPD compliant. Elle est constituée sur plusieurs sources que je vous ai citées tout à l'heure. Elle est mise à jour par deux moyens, déjà par du coup nos propres actions de vérification qui se font tous les mois. Et en plus, on met à contribution nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, tous les jours, il y a plusieurs milliers d'utilisateurs qui envoient des mails à travers Oliver. Et ça va nous permettre aussi de vérifier que l'adresse email est toujours valide. Mettons que nous, on vérifie les emails au 1er du mois, le 2 du mois, Michel démissionne. Si un utilisateur contacte Michel 2-3 jours après et qu'il y a une réponse automatique disant que Michel a quitté son poste, c'est quelque chose qu'on est capable d'intégrer et aussi d'utiliser pour mettre à jour la base pour l'ensemble de nos utilisateurs. Donc c'est une base qui est quasiment mise à jour de manière quotidienne, même si on a un gros travail qui est refait tous les mois. Ok, top. Ensuite, quels sont les types d'abonnements pour Neodeal? Alors, nous, on commence aujourd'hui à 59 € par utilisateur par mois. Et du coup, j'en profite donc ça, vous avez les informations, hein, si vous voulez sur notre site. N'hésitez pas à revenir vers moi pour aller plus loin. Nous, on a une seule formule, hein, c'est assez simple, avec tout inclus à partir de 59 € par mois. Peut-être, j'en profite pour poser la question aussi à Paul sur Oliver. Vous, Oui. en termes de pricing, Oliver, voilà, si tu peux nous dire deux mots sur vos forfaits et vos pricing. Oui, tout à fait. En l'occurrence, sur Oliver, on va fonctionner avec des abonnements qui systématiquement vont avoir dedans des contacts et des fonctionnalités. Donc, les premiers tarifs commencent à partir de 49 € par mois. Ça va aller jusqu'à 149 € par mois par utilisateur. Et ça vous permet à chaque fois d'avoir différentes fonctionnalités, un nombre de plus en plus élevé de contacts, sachant qu'à partir du plan intermédiaire à 99 € par mois, qui est sans engagement, vous avez les contacts illimités. Donc, vous avez une base de données d'email B2B avec autant d'emails que vous souhaitez, que vous pouvez exploiter à travers l'email et utiliser aussi pour votre prospection téléphonique et sur LinkedIn. Ok, top. Alors, une question sur l'intégration native avec HubSpot et Neodeal. Donc, oui, on a des intégrations avec les principaux CRM du marché, donc HubSpot, Pipedrive, Salesforce chez Neodeal. Ce qui vous permet, du coup, une fois que vous avez détecté du lead sur LinkedIn avec vos campagnes, de les transférer dans votre CRM, justement pour la partie, on va dire, une fois que le lead est généré, plutôt conversion du lead. Donc, nous, ce qu'on recommande, justement, c'est d'utiliser Neodeal pour alimenter votre CRM de nouveaux leads régulièrement. Chez Oliver, du coup, vous, en termes d'intégration avec HubSpot, Alors nous, on je n'est te pas laisse. directement intégré avec HubSpot, c'est une très bonne question. On va passer notamment par Zapier pour la majorité des intégrations aujourd'hui. Donc Zapier qui est un outil tiers et qui va permettre de connecter deux applications l'une entre l'autre. C'est quelque chose qui est gratuit pour des tâches relativement basiques et c'est assez simple à mettre en place. Évidemment, on vous guide dans le processus si vous avez besoin du coup de mettre en place une intégration avec votre CRM, avec un autre outil ou même avec des basiques comme Google Sheets. Voilà. Ok, top. Alors, peut-on être partenaire de Neodeal apporteur d'affaires? Même chose pour Oliver. Alors, Thierry, oui, avec plaisir. Je t'invite à me contacter sur LinkedIn directement pour aussi en parler. J'imagine qu'avec Oliver aussi, vous avez des programmes de partenariat. Oui, tout à fait. On en avait déjà discuté d'ailleurs avec Thierry. On a Ok. effectivement un programme de partenariat. Aujourd'hui, ce n'est pas directement mis en place sur l'application, mais c'est quelque chose qui va venir. Après, au-delà de ça, on peut tout à fait mettre en place des partenariats informels déjà dans un premier temps pour faire ça en bonne intelligence. Alors, toujours Thierry qui me dit Neodeal partenaire de Microsoft, alors que Microsoft n'aime pas les solutions dites automatiques sur LinkedIn. Alors, c'est vrai, mais justement, comme nous, on a toujours eu le positionnement de respecter les quotas, de respecter les limites, et que notre ambition a toujours été de se rapprocher à un moment de LinkedIn. Dans notre façon d'y arriver, on a commencé par se rapprocher de Microsoft qui a racheté LinkedIn et on est devenu partenaire officiel. Donc, le fait qu'on ait réussi déjà à obtenir ce partenariat avec Microsoft nous donne beaucoup d'espoir et beaucoup de force pour continuer. Et on l'espère arriver à avoir le partenariat LinkedIn, ce qui sera, je pense, un avantage concurrentiel encore très fort sur ce marché-là.
Euh, Je reprends juste la question. Ouais, vas-y, vas-y. Oui, Vas-y, je excuse-moi, t'en prie. on a juste skippé la question d'Olivier, qui est une bonne question. Est-ce que ça fait pas trop Ah. agressif, 3 emails en 3 jours? C'est une très bonne question. L'idée, il faut juste que ce soit cohérent avec votre démarche. Ce que moi, je conseille souvent et qui est assez intéressant, c'est d'essayer un maximum de faire une approche qui s'approche de l'humain. Ça paraît assez simple à faire, simple à dire, mais un petit peu plus compliqué à faire. Et ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est utiliser des techniques comme celle de l'erreur, qui va consister à envoyer un premier email en jour 1 en expliquant un petit peu que vous intéressez au prospect et que vous essayez de comprendre comment est-ce que vous pourriez l'aider. Puis un deuxième mail, le deuxième jour directement, c'est quelque chose qu'on fait souvent, qui va s'intituler erreur ou erratum ou quelque chose comme ça, et qui va lui dire, bah, au fait, Olivier, je suis désolé, mais j'ai complètement oublié de vous préciser que tac, 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 avec souvent un avantage. Vous pouvez tester ça gratuitement pendant un mois. On peut vous envoyer un échantillon gratuit. Et derrière, une autre relance 5-6 jours après. Donc, si c'est cohérent par rapport à la démarche que vous amenez, 3 emails en 3 jours, ça ne sera pas trop agressif. Après, si c'est des emails qui vont être promotionnels en expliquant en parlant de votre produit et de votre valeur ajoutée, là, on sera plus une nouvelle fois dans de l'email marketing que dans l'email transactionnel, ce qu'on fait chez Oliver List. Et donc, on vous conseillera plutôt d'espacer les envois. Voilà. Donc, tant que c'est cohérent avec votre démarche et tant que vous apportez de la valeur au prospect, toujours la même règle d'or, c'est absolument pas trop agressif. Hmm. Alors, ensuite, une question sur les emails. Que pensez-vous des emails? Alors, moi, personnellement, les emails, pareil, pour avoir fait des tests, le problème pour moi des emails, c'est que c'est perçu comme du spam sur LinkedIn. Parce qu'en fait, l'email est flagué comme email quand il arrive dans la boîte de messagerie de votre cible, et cette personne-là n'a pas accepté au préalable justement votre demande de connexion ou votre relation. Donc, je dirais que je ne vais pas dire que ça ne sert à rien les emails, mais juste en termes de performance, vous pouvez faire vos tests, vous verrez que commencer par une invitation et ensuite deux, trois relances par message, c'est beaucoup plus efficace que, encore une fois, un one-shot avec un email sur toute une base. Voilà, donc on verra, ça peut faire partie potentiellement pour nous sur notre roadmap, peut-être à un moment d'intégrer des emails, notamment pour les personnes qui n'auraient pas accepté votre invitation pour pouvoir les relancer quand même. Mais je pense que vous avez compris, moi, mon approche. Quand quelqu'un n'accepte pas mon invitation, je pousse pas, je me concentre sur les autres. Ensuite, il y a une question sur est-ce qu'il faut créer un profil dédié pour faire, j'imagine, la prospection sur LinkedIn. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser votre propre profil. Pareil, ce qui marche le mieux. En plus, LinkedIn fait la chasse aux faux profils. Donc, faites très attention si vous créez des faux profils sur LinkedIn aujourd'hui. Vous avez de grandes chances qu'à un moment, LinkedIn vous demande des papiers d'identité correspondant à ce profil. Donc, utilisez votre profil. Nous, c'est ce qu'on dit. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont un profil LinkedIn, mais qui ne l'exploitent pas à 100%. Donc, c'est un peu dommage. On a tous un profil, autant l'utiliser et déjà commencer par son profil ou les profils en plus de son équipe. Donc, mettre à contribution un peu son équipe là-dessus. Alors, à quelle étape alimente-t-on son CRM? Je te laisse peut-être commencer, Paul, sur cette question. Toi, à partir de quand tu alimentes ton CRM? C'est une très bonne question. En l'occurrence, notre CRM, nous, pour la partie prospect, on va l'alimenter à partir du moment où on détecte un lead show selon les mêmes règles que celles qu'on a énoncées tout à l'heure. Donc, c'est une intention de tester l'application ou une prise de rendez-vous. Généralement, ça va énormément dépendre de votre processus de vente. Donc, on ne peut pas faire de généralité de notre côté, en l'occurrence, c'est ça qu'on fait. Si on veut faire quelque chose de propre à Oliver, bah, vous pouvez très bien envoyer, nous, ce qu'on appelle les opportunités vers votre CRM. Les opportunités, ce qu'on trouve sur Oliver, ça va être la liste des entreprises qui ont interagi avec votre contenu, donc soit qui ont ouvert votre email, qui sont venus sur votre site ou qui vous ont répondu. Ça peut être un bon indicateur pour l'envoi vers le CRM. Encore une fois, ça reste propre à ce que vous faites. Chez nous, c'est à partir du moment de la réponse positive ou du test de l'application. Bah, du coup, pour nous, c'est exactement pareil, sauf qu'en fait, c'est quand quelqu'un nous répond positivement sur LinkedIn, on le transfère dans le CRM, et quand quelqu'un, effectivement, prend un rendez-vous, s'inscrit sur notre plateforme ou souhaite en savoir plus. Donc, nous, je pense qu'avec Paul, on pense la même chose là-dessus, mais on recommande de ne pas polluer, entre guillemets, votre CRM d'une base de contact infinie. C'est-à-dire, concentrez-vous sur le CRM, vraiment sur les leads, allez tièdes et chauds, quoi. C'est-à-dire, ne mettez pas tout le monde dans votre CRM, parce qu'après, en termes de suivi, justement, et c'est vraiment la partie conversion, c'est vraiment un travail de suivi. Donc, si vous commencez à avoir des listes infinies de contacts, franchement, c'est difficile de se motiver pour reprendre une infinité de contacts et faire un suivi de qualité. Donc, moi, ce que je vous conseille, effectivement, c'est de, après, chacun, encore une fois, a sa notion de à partir de quand on a un lead tiède ou on a un lead chaud. Donc, définissez pour vous, dans votre société, qu'est-ce qu'un lead tiède, qu'est-ce qu'un lead chaud.
Et ensuite, quand la personne justement passe en lead chat, lead show, c'est le bon moment, je pense, pour le mettre dans le CRM. Alors ensuite, vas-y, Paul, si tu as une Ouais, question, bah, tu il y veux. en a une que je trouve assez intéressante, c'est quel contenu faut-il privilégier, LinkedIn ou mail, un e-book ou un message simple suffit. Ça, encore une fois, ça a vraiment. Alors, tu me diras si tu es d'accord avec moi, Lucas, sur la partie LinkedIn, mais en tous les cas, ce Vas-y. qu'on conseille vraiment sur la partie email, ça va être de donner du contenu à forte valeur ajoutée, donc plutôt effectivement, ça peut être des e-books ou même des cas d'usage clients qui sont proches de la niche du prospect. Ça va être aussi des statistiques, des conseils, des méthodes. Tout ça, finalement, ça peut se mettre sur une landing page, ça peut se mettre sur un PDF. C'est finalement assez simple à faire. Si on se concentre dessus, on peut en construire un petit livre blanc en quelques heures. Et derrière, l'utiliser pour une niche, le dupliquer pour une autre. Et ça amène énormément de résultats en plus. Donc, je pense que c'est un très bon moyen, finalement, d'avoir une prospection plus où on apporte de la valeur, comme on disait tout à l'heure. Alors oui, pareil, hein, je partage aussi ton point de vue. Nous, c'est ce qu'on appelle chez Neodil le lead magnet. C'est-à-dire qu'à un moment dans votre stratégie, en tout cas nous, par exemple, nous, on recommande ça dans le deuxième message de relance sur LinkedIn, c'est d'ajouter effectivement un lead magnet. Et qu'est-ce qu'un lead magnet? C'est un contenu à forte valeur ajoutée pour votre cible. Donc Mhm. ce contenu, il peut prendre la forme d'un e-book, d'un guide, d'un livre blanc, d'un webinaire, hein, par exemple, Mhm. de vidéos YouTube, de sondages, de statistiques. Donc voilà, pareil. Et peut-être que du coup, on a eu quand même quelques questions, je pense, sur le contenu des messages. Donc, encore une fois, ça pourra être peut-être l'occasion d'un nouveau webinaire pour vous partager concrètement un peu l'intérieur du workflow, maintenant qu'on vous a montré un peu la vision globale, mais peut-être vous donner aussi des conseils pratiques sur ces contenus. Mais voilà, effectivement, c'est quand même mieux d'ajouter de la valeur et donc d'ajouter des contenus qui vont capter l'attention de vos cibles. Parce que c'est vraiment ça votre objectif au début, c'est réussir à capter l'attention des personnes que vous contactez par email ou sur LinkedIn Mhm. dans un premier temps. Alors, on va peut-être prendre deux dernières questions. J'en choisis une et Paul, je te laisse en choisir une. Désolé pour celle qu'on n'a pas pu reprendre, mais ce qu'on pourra faire, c'est éventuellement garder ces questions-là et puis revenir vers vous pour y répondre directement. Tout à fait. Du coup, moi, j'ai une question, allez, peut-être pour terminer, sur Lucas qui demande existe-t-il une fonctionnalité sur Neodil pour envoyer un flow d'email après que quelqu'un ait accepté une invitation sur LinkedIn? Alors, écoute, Lucas, très clairement, ça fait partie des choses qu'on regarde et on en a déjà un peu discuté avec Paul et Oliver pour voir en termes de synchro. Je pense qu'il y a des choses intéressantes et malines à faire ensemble. Mais oui, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est de toute façon, c'est ce process-là, mais il n'est pas encore totalement automatisé. C'est que nous, on fait un classement après une campagne LinkedIn. Et comme je vous l'ai montré dans le workflow, les personnes qui sont en relation, qui n'ont pas répondu, on les transfère dans notre mailing list. Donc, c'est cette partie-là, effectivement, qui, chez nous, en tout cas, vu qu'on n'est pas fan de l'automatisation absolue, mais en tout cas, cette partie-là, les personnes qui n'ont pas répondu, mais qui ont accepté les relations, effectivement, je pense que ça peut être très intéressant automatiquement de les mettre dans une mailing list ou dans un workflow email, comme avec un workflow qu'on peut faire sur Oliver. Donc, clairement, c'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui dans le sens totalement automatisé, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Il y a des grandes chances voilà, dans les prochains mois, on va voir, mais c'est possible qu'on avance là-dessus. Et puis, Super. peut-être, Paul, je te laisse prendre une dernière question. Eh bien, écoute, c'est parti. Je pense que je vais prendre celle de Charles euh, qui dit, est-ce que vos outils sont pertinents pour les business qui n'ont pas un grand pool de prospects? Euh, Aujourd'hui, en fait, justement, ces outils, ça va être justement des moyens pour vous de relancer l'ensemble de ce pool de prospects de manière régulière et personnalisée. Et ça peut justement, alors évidemment, quand on est vraiment dans des métiers de niche où on a finalement, on doit s'adresser à une dizaine d'acheteurs dans des pays variés, à ce moment-là, on privilégiera peut-être quelque chose de plus personnalisé. Mais les outils de prospection comme Neodil et Oliverlys restent tout à fait pertinents lorsque vous souhaitez, par exemple, comme Charles, aller adresser un message à l'ensemble des agents immobiliers qui sont à 50 km autour de chez vous, par exemple, et pour les relancer de manière régulière. C'est d'ailleurs comme ça qu'Oliver est né. Oliver, à la base, c'était un outil qui permettait à une agence de communication locale de se développer commercialement.
auprès des agences immobilières, Charles. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, même si effectivement vous gagnerez en efficacité sur des rayons de prospection un petit peu plus larges. Ce cas d'usage-là est quelque chose que nous, on rencontre très régulièrement. Je pense que c'est pareil pour toi, Lucas, et c'est du coup Oui, tout à tout à fait fait. pertinent. Oui, oui, et puis je pense qu'encore une fois, hein, il y a, on va dire, deux grandes stratégies, je pense, aujourd'hui qui s'affrontent un peu. C'est la stratégie plutôt de volume et la stratégie plutôt qualitative. Faut pas oublier que même si vous avez finalement un scope ou un listing de contacts qui est peut-être faible, entre guillemets, en termes de volume, ce qui va encore faire la performance, c'est le suivi et la régularité dans le temps. Et donc ça, franchement, que ce soit avec Oliver ou avec Neodil, c'est ce qu'on va vous permettre de faire, c'est-à-dire de garder un suivi qualitatif sur les contacts que vous avez identifiés comme des bons contacts et de vous permettre tranquillement de les relancer, encore une fois, sur le bon rythme, mais surtout de garder en fait un échange avec ces personnes-là. Voilà, si on compare à quelque chose d'un peu plus one-shot et grand volume, où en fait vous faites une campagne sur un très grand nombre de volumes, vous prenez ce qui répond et finalement vous ne suivez pas les autres. Voilà, donc si vous êtes effectivement sur une stratégie plutôt faible volume, ce qui compte après, c'est le moyen long terme, le suivi dans le temps et les relances après au bon moment. Donc clairement, ça, c'est aussi très intéressant. Et après, je pense, peut-être pour conclure, c'est de trouver le bon équilibre pour vous, ce que nous, on a commencé à faire chez Nodil, je pense qu'Oliver aussi, mais sur finalement quel est le bon volume, quel est le bon rythme par rapport à nos besoins, par rapport à nos objectifs, par rapport à notre évolution aussi. Hein. Nous, c'est Neodil, on est une startup aujourd'hui, on est 7 personnes. Donc, notre rythme de lead généré aujourd'hui nous suffit largement pour nous occuper et pour avancer sur notre rythme. Maintenant, voilà, ça va forcément dépendre aussi, vous, de vos ambitions, de vos objectifs. Et donc, euh, les outils, c'est comme tout. Hein. Si vous n'avez pas la bonne stratégie derrière, ça ne fait pas non plus de la magie. C'est-à-dire qu'on est là pour, je pense, Oliver aussi, faciliter les process, vous faciliter la vie au quotidien pour générer des leads, mais ça va s'appuyer avant tout sur votre organisation et votre stratégie en amont. Complètement. Eh bien, écoute, Lucas, je pense que c'était un super mot de la fin. On est tout à fait d'accord. Ça Euh, marche. Moi, je prends juste peut-être quelques minutes, quelques secondes plutôt pour tous vous remercier d'avoir partagé Bien ce sûr. petit moment-là avec nous. On était ravis de vous avoir. Si on peut vous aider en quoi que ce soit, vous donner des conseils, échanger tout simplement sur vos méthodes de prospection, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous pouvez le faire depuis le site internet de Lucas, depuis nos LinkedIn. Donc, on sera ravis d'échanger avec vous. Et puis, on espère avoir l'occasion de vous voir sur Neodil, sur Oliver List ou sur LinkedIn tout simplement pour échanger un petit peu après. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup, Paul, en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à très vite pour d'autres peut-être sujets ou d'autres thèmes qu'on pourrait traiter ensemble. Super. Merci beaucoup, Lucas. Merci à tous. Salut, bonne journée à tous. Salut. Au revoir.